Quand on parle de science, on a tous déjà entendu des phrases du genre « Mais à quoi ça va nous servir ça ?» Ou encore « Mais pourquoi on dépense un fric monstre là-dedans, on aurait tellement d'autres choses à faire avec ?» Et il vous est peut-être même déjà arrivé de les prononcer vous-même. Alors même si c'est vrai, il n'est toujours pas évident de comprendre en quoi la construction d'un accélérateur de particules à plusieurs milliards d'euros, l'invention de nombres imaginaires mathématiques qui n'existent même pas, ou encore la création de ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 peuvent bien apporter à l'humanité, si ce n'est le simple fait de savoir que cela existe. Et pourtant, les retombées de ces découvertes de prime abord extrêmement compliquées et fortement inutiles, sont partout. Elles sauvent des vies tous les jours, nous permettent de nous diriger ou simplement rendent possible le fait que vous puissiez écouter ce podcast en ce moment sur votre téléphone. Alors c'est parti, tentons ensemble de comprendre à quoi ça sert. Bonjour à tous et bienvenue dans Mais à quoi ça sert, déjà le 3e épisode, et aujourd'hui nous allons encore une fois essayer de répondre à cette question qui est bien le titre de cette émission. Vous avez probablement donc lu le titre de cet épisode, on va parler donc de l'observation spatiale du ciel nocturne. Alors cette fois, pas d'explication de concepts physiques compliqués ou de théories, bien sûr toujours en présence de Willy. Salut Willy. Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Non pas d'explication physique, mais seulement un voyage à travers les âges. Vous le savez, on est dans une société qui va de plus en plus vite et dans laquelle on ne fait plus vraiment attention à ce qui nous entoure. Est-ce que simplement vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pris le temps de regarder les étoiles un peu songeurs ou bien même de regarder la Lune par exemple ? Et quand on fait ça, souvent, on a toujours quelqu'un autour qui va nous dire « ça y est, il est encore parti dans les étoiles » ou « ça y est, qu'est-ce qu'il fait ?» C'est presque devenu un petit peu péjoratif, c'est perçu comme lunaire, rêveur, etc. Et on est d'ailleurs tenté de se demander à quoi ça peut bien servir, effectivement, de dépenser autant d'argent dans la construction de télescopes géants ou de lancement de satellites d'observation comme Hubble, par exemple, qui sont des programmes à plusieurs milliards d'euros. Alors avec Woody, nous allons tenter de vous expliquer les conséquences et les bienfaits de l'observation spatiale, puisque si vous avez déjà eu la chance d'observer le ciel nocturne à travers un télescope, ou les anneaux de Saturne, ou la nébuleuse d'Orion par exemple, vous avez sans doute ressenti ce sentiment d'infini et d'admiration face à toutes ces choses qui nous dépassent. Pour exemple, également, plus concret, vous avez sans doute déjà vu les photos qui nous ont été rapportés du satellite Hubble, et vous vous êtes sans doute émerveillé de la beauté du cosmos. Alors, cela paraît un peu philosophique, on va revenir au concret un petit peu, mais tout simplement pour vous dire que, concrètement, à part se dire « waouh, c'est beau », c'est déjà se faire prendre conscience que l'espace, c'est quelque chose qui est naturellement fascinant, de manière universelle et dans l'histoire de l'humanité. Simplement, pour rappel, les premières cartes connues représentant les étoiles et non la Terre datent de 16 500 ans avant Jésus-Christ et ont été trouvées par exemple sur les murs de grottes de Lascaux qui montrent le ciel nocturne, incluant plusieurs étoiles très brillantes dans le ciel à l'époque, Vega, Deneb et Altaïr. C'est donc vous dire le rapport étroit que nous entretenons avec le ciel et dont tu parles, Willy, effectivement, à plusieurs reprises dans Poussière d'étoiles. Oui, c'est vrai, en réalité, l'observation du ciel, c'est fascinant. C'est fascinant et c'est effrayant aussi. De toute façon, sans doute, au début de l'humanité, il y avait la nuit, cette espèce de ciel étoilé, très profond, très inquiétant, très très beau dans une certaine mesure. Mais à ce moment-là, au début de la conscience, l'homme avait quand même un peu peur de beaucoup de choses. Mais au tout début, c'est vrai que ils avaient tellement peur de se demander mais qu'est-ce qu'ils faisaient là, qu'automatiquement dans le ciel, c'était tellement loin que c'était là qu'était la cause de tout, le lieu où était le mystère. Et c'est vrai que on a commencé à travers des mythes, des légendes, à imaginer, à rêver, alors soit des choses belles, soit des choses terrifiantes aussi. Donc dans le ciel, c'était le lieu du mystère, et puis des dieux, et de l'inaccessible et de l'irrationnel. Au début, on a regardé cette espèce de sphère, cette demi-sphère au-dessus de notre tête, là, et on voyait des petits points blancs, et puis tout avait l'air fixe quand même. Pas tout à fait, parce qu'il y avait quand même des trucs qui bougeaient. Il y avait le soleil qui était pas là au même endroit tout le temps, la nuit il était plus là, la lune qui arrêtait pas de se balader, mais apparemment le fond du ciel était fixe, comme ça, du jour au lendemain, tout semblait fixe, sauf, puis après on a vu des petits points qui, eux, avaient leur propre trajectoire dans le ciel. On les a appelés des astres errants, des objets errants. Et en grec, objet errant, c'était planète. Et on leur a donné carrément, les Grecs leur ont donné des noms de dieux. Jupiter, Saturne,
Vénus, Mars, etc. Derrière, il y avait, sur le fond du ciel, il y avait des constellations, enfin, qui avaient des figures assez particulières. L'imagination de ces gens était telle qu'ils arrivaient à voir un bélier, une vierge, un cancer, etc. Ils ont imaginé, ils ont donné des noms. C'était le zodiaque. Alors, on voyait ces objets errants se balader dans le zodiaque. Effectivement, Willy, on va revenir sur ces premières observations. Au-delà du mythe, on va comprendre, et vous allez comprendre, comment ces observations ont permis de fonder véritablement les bases de notre civilisation actuelle, rien que ça. Alors justement, comme tu disais, Willy, au niveau du calendrier, on se disait, effectivement, tiens, le ciel bouge. Alors, certains bougent plus vite que d'autres, certains reviennent tous les jours, comme le soleil, il semble y avoir une certaine récurrence dans le mouvement des astres, de la lune. Alors, ça paraît évident pour nous, la notion des saisons, par exemple. Ces mouvements ont été utiles pour définir ce que c'est un calendrier ou une échelle de temps. Et ce qui nous paraît peut-être futile, mais le temps, ça permet aussi de se projeter à la fois dans le futur et dans le passé. Ça paraît évident pour nous, la notion de temps et de saison et d'année, mais pas du tout à l'époque. Déjà, de base, on se dit effectivement, on sait ce que c'est qu'un jour, quand le soleil se lève et se couche. Et puis, vous vous demandez peut-être également d'où nous tenons les heures, les mois et le système de temps qu'on connaît généralement plutôt en base 60. 60 minutes, 60 secondes, 30 jours, 12 mois qui est un multiple de 60, etc. Alors que plutôt que généralement, dans notre monde moderne, on est plutôt habitué à la base 10, 25, 50, 75, 100. Eh bien, cela est directement l'héritage de l'observation du ciel par d'anciennes civilisations que sont les Sumériens, donc plusieurs milliers d'années avant notre ère, et dont nous tenons toujours ce calendrier aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Grâce aux étoiles. Ceux-ci se disent, tiens, la Lune fait un cycle complet en à peu près 30 jours. Et puis le soleil, il a un plus haut, et puis il a un plus bas. C'est ce qu'on connaît tous avec le solstice d'été, le point le plus haut dans le ciel, ou le jour le plus long, et puis le solstice d'hiver, le jour le plus court. Et puis donc, ces cycles de solstice semblent se reproduire à peu près tous les 360 jours. Alors, c'est quand même un heureux hasard, parce que vous savez peut-être qu'un tour complet, en degrés, c'est 360 degrés. Et or, c'est quand même un heureux hasard, la Terre fait le tour complet autour du Soleil en presque 360 jours, en 365 jours. Mais donc, c'était une bonne approximation. Et c'était parfait parce que 360, c'est divisible par 60, cette fameuse base avec laquelle calculaient les Sumériens. Beaucoup plus facile parce que beaucoup plus divisible avec des nombres ronds. Et donc, on s'est dit, tiens, on va diviser ce 360, le nombre de levées de soleil et de couchers de soleil avant que le cycle ne se reproduise, par 30, qui est la durée d'un cycle lunaire, avant que la Lune ne revienne à sa même phase. Et puis, on obtenait un nombre rond qui était 12. Et ce 12 a constitué nos 12 mois de l'année. Et puis après, ils les ont divisés en heures, en minutes, et puis en jours, avec ces planètes, comme tu le disais, Willy, qui, maintenant portent les noms plutôt grecs, mais qui viennent directement de là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, qui sont à l'époque des astres qu'on a définis effectivement comme errants, qui sont les planètes du système solaire. Au-delà du calendrier, les planètes et les étoiles servent aussi à nous guider. À une époque où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de carte, où il a fallu créer les premières cartes, heureusement, les civilisations pouvaient s'appuyer sur le ciel nocturne, puisque, comme le disait Willy, il est immuable, il ne bouge pas. Effectivement, vous pourrez vous dire, c'est vrai, le soleil se levant de l'est et se couchant à l'ouest, avec l'étoile polaire, qui nous indique le nord, on peut déjà avoir, ne serait-ce que ça, les 4 positions qui sont primordiales, nord, sud, est, ouest. Et donc, Willy, je crois que dans l'histoire, bon nombre de civilisations se sont penchées sur la création d'objets permettant de calculer leur position à partir d'objets célestes afin de se repérer dans l'espace. En fait, je voudrais rajouter une petite information supplémentaire par rapport à tout ce que tu viens de dire sur le calendrier, sur la rotation. On s'est aperçu, surtout quand l'homme au début s'est aperçu qu'il y avait des mouvements périodiques. C'est-à-dire que des trucs revenaient régulièrement. Et en revenant régulièrement, on a vu que tout tournait, les étoiles, le soleil, tout semblait tourner dans ce ciel. Même le ciel semblait tourner. Mais on s'est aperçu qu'il y avait un point qui ne tournait pas. Et ce point qui ne tournait pas, tout le reste tournait autour. Et ce point qui ne tournait pas, on l'a appelé l'étoile polaire. Pour la navigation, c'était quelque chose d'assez extraordinaire parce que grâce à ce point, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la Terre, dans l'hémisphère nord, on sait que ce point est là et il est fixe. Sauf si on bouge. Si un bateau bouge, par exemple,
il peut être plus haut dans le ciel ou plus bas dans le ciel, mais tout tourne toujours autour de ce point fixe. Et grâce à ça, on a réussi à déterminer la position de cette étoile par rapport à l'horizon. C'était la latitude. Donc ça permettait déjà de savoir où est-ce qu'on pouvait se trouver approximativement. Par rapport à la longitude, là c'était embêtant parce que on avait besoin d'horloges. Ah, c'était un défi extraordinaire, un défi industriel, un défi fabuleux pour essayer de mesurer le temps. Et pour mesurer le temps, au début, on a utilisé un pendule tout simple. Un pendule tout simple permettait de battre la seconde. Mais le problème, imaginez un pendule sur un bateau, c'était pas terrible. Il a fallu donc d'une ingéniosité de beaucoup de gens pour fabriquer des mécanismes permettant de mesurer le temps avec une grande précision. Et grâce à ces deux observations, c'est-à-dire l'étoile polaire et l'heure à laquelle on fait ces observations, eh bien, on arrive à savoir assez bien où on se trouvait sur cette planète. Effectivement, Willy, les explorateurs ont vite compris qu'il était indispensable d'avoir ce genre de connaissances afin de permettre de se repérer dans l'espace, dans la navigation, et a rendu possible, eh bien, justement, grâce à tous les siècles d'observation qui les ont précédés, de par la création assez élémentaire, tout d'abord, du bâton de Jacob, qui permettait, par exemple, de calculer l'angle entre l'horizon et puis l'astre sur lequel on se basait pour déterminer simplement sa position. Et puis, avec, comme tu l'as dit, la connaissance de l'heure, et puis de l'angle que faisait l'astre sur lequel on se basait et l'horizon grâce au sextant, qui est un autre appareil qui a été créé par la suite comme une modernisation de l'astrolabe, qui est lui-même une modernisation du bâton de Jacob, et à l'aide de tables mathématiques qui avaient été faites auparavant, ça permettait aux explorateurs de calculer, comme tu l'as dit, Willy, précisément leur longitude et leur latitude. Donc tout cela, encore une fois, grâce aux étoiles. Les siècles des grandes découvertes des explorateurs, la découverte de l'Amérique, les conquistadors, etc. Tout ça a été rendu possible grâce à l'observation du ciel. Rappelons tout simplement que pour l'instant, depuis la nuit des temps jusqu'à cette période dont on est en train de parler, tout se faisait à l'œil nu. C'est-à-dire, il n'y avait aucun grossissement, aucun télescope, rien n'était utilisé à ce moment-là. Ce qui fait que, pour l'instant, on n'en est qu'à l'œil nu. Plus tard, on parlera de la projection de notre œil à travers des télescopes et des lunettes. Et alors oui, justement, on va continuer dans toutes les conséquences bénéfiques que l'observation a eues avec l'agriculture. Et tu m'expliquais que, par exemple, les Égyptiens attendaient le lever ou le coucher d'une certaine étoile afin de commencer la période des plantations et des moissons. Voilà. En fait, ils avaient remarqué que lorsqu'une étoile très très brillante, l'étoile la plus brillante du ciel dans l'hémisphère nord, qui s'appelle Sirius et qui s'appelait avant Sotis chez les Égyptiens, cette étoile se situait dans la constellation qui était nommée à ce moment-là le Grand Chien. En latin ou en grec, c'était Canis Major. Et lorsque cette étoile dans le Grand Chien était observée à un certain moment, c'était le moment de faire les moissons. C'était donc l'été, et de Canis est venu le nom européen canicule, donc c'était l'été. Et effectivement, donc le lever de cette étoile coïncidait avec la montée des crues du Nil. Ça paraît évident aujourd'hui qu'il faut planter en mars et pas en décembre avant l'arrivée des jours plus froids, mais c'était quelque chose de relativement important et primordial à l'époque. Vous l'aurez compris, ce qui a permis de construire les bases de notre société telle que nous la connaissons, pour pouvoir se situer dans le temps, se situer pour prévoir les saisons, sans quoi nous n'aurions jamais pu nous développer en tant que civilisation, a été rendu possible par l'observation du ciel. Mais avec tout ça, vous pourriez encore vous dire, oui, ok, bon, très bien. Mais bon, maintenant, on le sait tout ça. On sait ce qu'est une heure, on sait où est le nord, où est le sud. Pourquoi alors est-ce qu'on continue de développer des appareils toujours plus précis, toujours plus coûteux pour observer le ciel? Eh bien, parce qu'aujourd'hui encore, beaucoup d'applications courantes découlent des progrès en matière d'observation spatiale et nous ne manquons pas d'exemples avec Willy. George Smith, par exemple, qui a reçu le prix Nobel en 2009 de physique pour le développement d'un dispositif qui sera largement utilisé dans l'industrie, qui sont les capteurs d'images développés pour, à la base, les images astronomiques. Ils sont également appelés, vous les connaissez peut-être, les dispositifs à couplage de charge ou CCD. Et les CCD, ce sont les capteurs que vous retrouverez aujourd'hui dans tous les téléphones,
dans tous les appareils photo numériques, dans vos webcams. Ce sont les capteurs qui remplacent le film argentique de l'époque. Et ce capteur a été créé à la base pour observer le ciel nocturne afin de capter les images du ciel profond qui nous venaient, qui permettaient d'obtenir des images plus sensibles à la faible lumière qui était envoyée par les étoiles très lointaines. Alors, je vais terminer en continuant avec d'autres exemples concrets, Willy. Par exemple, dans le domaine de la télécommunication, c'est extrêmement important l'apport de la radioastronomie puisque elle a fourni de multiples outils, de dispositifs et de méthodes de traitement des données. Puisque, un télescope aujourd'hui ne fait pas un cliché, mais récolte des données numériques qui sont ensuite analysées par des algorithmes afin de fournir une image. De nombreuses entreprises, justement, de communication prospères ont été fondées par des radioastronomes. Par exemple, la société FedEx, le service qui permet le suivi des colis, des commandes, des lettres, est directement issu d'un langage qui a été créé à la base pour les radiotélescopes. Énormément de sociétés, justement, de suivi de colis, de traitement des données, se basent sur, des langages qui ont été créés pour la radioastronomie. Les satellites, également, qui nous servent pour le GPS, qui est essentiel aujourd'hui à toute application, on l'a tous sur nos téléphones, s'appuie sur des objets astronomiques tels que des quasars ou des galaxies lointaines pour déterminer leur position précise dans l'espace. Et puis Willy, une autre avancée. Les astronomes luttent constamment pour voir des objets de plus en plus sombres et de plus en plus éloignés. Et puis en médecine, on est confronté à des problèmes un peu similaires. Voir des choses qui sont obscurcies à l'intérieur, toujours plus petites dans le corps humain. Ces deux disciplines ont besoin d'images de haute résolution, précises et détaillées. Et c'est justement l'exemple le plus notable de transfert de connaissances entre ces deux domaines de la science. Et l'une de ces techniques, la synthèse d'ouverture, tout simplement, c'est la méthode qui a par exemple été utilisée pour générer l'image d'un trou noir que vous avez sans doute vu à l'époque. Au lieu de faire fonctionner un gros télescope, on en fait fonctionner plein, partout dans le monde, dont les données sont recueillies, puis analysées grâce justement à des programmes informatiques pour ne donner qu'une seule image. Et ainsi, on peut obtenir l'équivalent d'un télescope de la taille du diamètre de la Terre, chose qui serait impossible à construire. C'est la même chose avec l'IRM, par exemple, dont nous avions parlé dans le premier épisode. On utilise plein de petits capteurs dont les données sont analysées pour former une seule image précise du corps humain. Et c'est exactement la même méthode qui est utilisée, que ce soit pour les télescopes ou l'IRM. Par cette méthode de recombinaison des données pour n'en former qu'une seule, de nombreux dispositifs, par exemple un moyen de détecter de manière non invasive des tumeurs, regarder à travers l'œil d'une personne qui est remplie de liquide en mouvement, qui est pas très différent du fait d'essayer d'observer des astres à travers l'atmosphère turbulente de la Terre. C'est la même approche, encore une fois, qui a été utilisée dans les deux cas, qui vient de l'observation du ciel. Voilà quelques exemples seulement parmi des centaines d'autres au cours de l'histoire des apports concrets de l'observation du ciel. Et donc vous l'aurez compris, à quoi sert l'observation du ciel? À peu près tout. Ça a été le ciment de notre civilisation naissante et puis les retombées de la mise en œuvre de ces télescopes aujourd'hui a encore des retombées, vous l'aurez compris, partout, en médecine, en communication, en gestion des données, etc., etc. C'est vrai que grâce à cette technologie fabuleuse, on est capable maintenant d'observer des objets extrêmement éloignés de notre système solaire. On peut aller jusqu'à des distances incroyables. Alors pourquoi aller fouiller là-bas, franchement? Déjà, on n'ira jamais. Il y a très peu de chances pour l'instant. Actuellement, disons, dans notre civilisation actuelle, avec la technologie actuelle, ça va être extrêmement difficile d'y aller. Rappelez-vous, pour aller voir juste notre étoile voisine, il nous faudrait 80 000 ans actuellement, donc c'est pas possible. Mais par contre, on peut quand même projeter nos yeux, grâce au télescope et grâce à toute la technologie nouvelle, pour observer et comprendre un petit peu la structure de l'univers, comment il fonctionne. Et on est capable actuellement de l'observer jusqu'à ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. Après, on voit plus parce que la lumière n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Mais bon, franchement, à quoi ça sert d'aller perdre son temps à observer le ciel très, 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 très lointain? Mais c'est fondamental. L'homme, quand il est arrivé sur Terre, même toujours, tout le monde se pose la question, mais quelle est notre place? Quelle est notre place là-dedans? Avant d'essayer de trouver notre place d'une façon mystique, philosophique, religieuse, on peut quand même essayer de comprendre où est-ce qu'on est. C'est fondamental de savoir où est-ce qu'on est. Grâce à ce où est-ce qu'on est, on a peut-être des chances
et d'essayer de comprendre que finalement, un beau jour, il y a 4 milliards d'années, la vie est apparue sur Terre et il y a 200 000, 300 000, 500 000 ans, l'Homo sapiens aussi, nous sommes arrivés sur Terre. Alors, est-ce que c'est une histoire qui est liée? Est-ce si nous pouvons comprendre toute cette histoire depuis son début jusqu'à aujourd'hui? C'est extrêmement fondamental pour notre bien-être mental. Savoir qu'est-ce qu'on fait là? Même si on n'aura pas la réponse pour l'instant, mais essayer de comprendre et d'apercevoir la beauté de l'histoire. Et si vous vous intéressez à ces questions peut-être plus philosophiques que pratiques, en tout cas, je vous invite à écouter Willy dans ce podcast justement qui s'appelle Poussière d'étoiles, car nous sommes issus de la poussière d'étoiles, ce qui peut-être explique intérieurement, inconsciemment, notre fascination pour l'espace. Voilà, c'était le 3e épisode déjà de Mais à quoi ça sert? J'espère, on espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que peut-être vous portez un autre œil sur l'astronomie, l'observation du ciel. Merci beaucoup de l'avoir écouté et puis si ça vous a plu, laissez une note, un commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mais à quoi ça sert où vous découvrirez, je l'espère, d'autres débouchés d'une autre grande théorie scientifique.